Une héroïne stupéfiante de Didier Esposito aux éditions du Caïman. Chapitre 1. Il y a des jours comme cela où, dès les premiers instants, les éléments vous font comprendre que la journée sera différente. Des petits riens dès le matin. Un orteil capricieux qui décide au dernier moment de ne pas passer la porte en même temps que ses semblables. Une des 3 lames de votre rasoir qui veut se démarquer des autres en faisant du zèle. Ou encore, cette gouttière que vous jureriez avoir recollée et qui vous apprend qu'il a plu pendant la nuit au moment de sortir. Pour David Cartier, c'était justement un de ces matins. Et c'est ainsi, le cou ensanglanté et la nuque humide, qu'il rejoignit à 7h30 ses 2 comparses de covoiturage, Tony Weaver et Jean Legrand. Si le trajet dans le sens maison-travail ne s'était finalement pas si mal passé, l'arrivée à destination prenait le relais du lever. La contre-allée bondée du cours Foriel confirmait la couleur de la journée. Dans les gris, limite noire. Août et ses places de stationnement libres avaient laissé la place à septembre et sa centaine de mètres supplémentaires, propres à râler contre les véhicules mal garés. 2 tours de contre-allée furent nécessaires, mais comme à chaque fois, le véhicule finit par trouver une place où passer sa journée, pendant que ses passagers s'occuperaient de nettoyer la ville. Non pas au Karcher comme annoncé avec fracas quelques années plus tôt, mais à la pince à épiler. Petit modèle. Bien que moins accrocheuse, l'image était plus juste. L'hôtel de police se dressait enfin devant le trio d'enquêteurs. Pas de miracle. Le commissariat central de Saint-Étienne se trouvait toujours sur le cours Foriel de la ville, à un jet de pierre d'une voie rapide desservant les vallées du Gier et de l'Ondaine. Le bâtiment compact, tapi dans l'ombre matinale, semblait défier son prestigieux voisin. L'école des mines. Elle, façade impeccable, sur laquelle reposaient 2 fiers atlantes en l'honneur des métallurgistes et mineurs, trônait de l'autre côté de l'asphalte reflétant la lumière du soleil sur le trio. Depuis de nombreuses années déjà, les 3 policiers assistaient à ce duel immobile quotidiennement, avant d'être avalés par le bloc ombragé. Après avoir salué l'adjoint de sécurité en faction à l'accueil de l'hôtel de ville, les 3 hommes gagnèrent leurs bureaux respectifs, situés au premier étage. Comme chaque matin, le temps des rituels. David Cartier poussa la porte en tête et vint poser son sac au pied de son bureau en perpétuel désordre. Tony Weaver, qui lui emboîtait le pas, en fit tout autant et alluma machinalement son ordinateur, tandis que Jean Legrand sortait son repas de midi de son sac afin de le placer au frais. Le café, lui, était déjà chaud, ce qui signifiait généralement que Stéphane Matru, souvent le premier arrivé au bureau, proximité géographique oblige, travaillait aujourd'hui. À première vue, les bureaux du premier étage qu'occupaient les stupes n'entraient pas dans les priorités de ceux qui décidaient de la répartition du budget annuel. Et cela se ressentait. À deuxième vue, cela se confirmait. Après tout, ces lieux n'étaient fréquentés que par les flics et les délinquants. Ici, pas de plaignants. À peine de temps en temps un avocat. Le confort y était donc spartiate, et la décoration improvisée au fil du temps et de ses dégâts sur les murs. Les articles de presse en rapport avec les affaires passées de la brigade venaient ainsi, çà et là, cacher les trous dans les cloisons et rappeler aux enquêteurs de quoi ils étaient capables lorsque les périodes de vaches maigres survenaient. « Qu'est-ce qu'ils disent, les vaillants ? Ça va ?» entama Stéphane Matru en quittant son casque relié à l'ordinateur dévolu aux écoutes téléphoniques. « Comme un lundi, » répondit David Cartier en lui serrant la main. « T'écoutes déjà nos clients en cachette ?» enchaîna-t-il, pointant de son menton écorché les surveillances techniques. « On ne s'en lasse pas. Toujours pareil, du cul et de la cam. Ils ont appelé et bringué tout le week-end et on a une tonne de communication en retard. C'est lundi, quoi. Perspicace. Tu la sens, la grosse affaire ?» plaisanta Jean Legrand en serrant à son tour la main de Stéphane Matru. Comme chaque début de semaine, la première journée allait être consacrée pour une partie du groupe à rattraper le retard pris durant le week-end. Perpétuelle course contre la montre, derrière une équipe de pieds nickelés qui, jusqu'aux interpellations, possédait toujours un temps d'avance. En quelques minutes, Cédric Vallman, Guy Lhomme et Claude Dravoiry avaient rejoint le quatuor. Effectif complet en ce début de mois, jour de fête à la brigade. Comme partout, le lundi matin, les stupes se racontaient ce qu'ils voulaient bien dire de leur week-end autour d'un café noir. Grand, bronzé et le sourire en coin, le commandant Moulin vint contrarier la mise en route du groupe.
Toc toc, comment ils vont les stupes? Ils vont pas mal et toi? Répondit Jean le Grand en se faisant la voix du groupe. Le commandant Moulin, grand seigneur, leur épargna un bilan de santé et garda ses états d'âme pour lui. Moulin avait, entre autres rôles au sein de la sûreté départementale, le plaisir de ventiler entre les services concernés les dossiers des affaires survenues pendant le week-end. Si certaines d'entre elles vous annonçaient des heures de travail pour peu de résultats au niveau judiciaire, d'autres avaient un intérêt certain. Celle dont allait hériter la brigade des stupes en faisait partie. Une sombre affaire, mais haute en couleur. « J'ai quelque chose pour vous. Ne me remerciez pas. Je vous explique. » Suite à une réquisition pour une personne ne répondant pas aux appels, un équipage a eu ce matin le plaisir de trouver un Maccabée. Et devinez quoi? Il y avait des stupes chez le mort, d'où ma présence ici. Et d'où la vôtre sur place. Cachez votre joie, ça en devient gênant, ironisa-t-il devant l'entrain discret de la brigade. Pas de souci, répondit le capitaine Claude Dravoiry en s'emparant de la feuille tendue par le commandant. Eh bien, nickel. Le jeune homme s'appelait Tommy, je ne sais plus comment. Et il habitait rue Émile Loubet. Tout est inscrit sur la feuille. Bon courage pour me relire. Les collègues du quart judiciaire sont en train de faire les constatations. Ce serait pas mal que vous y alliez y faire un tour. J'ai dans l'idée que ça va être pour vous. Tommy, ça me dit quelque chose, réfléchit Claude Dravoiry. C'est pas un Tchèque ou un truc comme ça? C'était pas Vazek son nom? Ça me dit rien, répondit trop vite Cartier avant de comprendre qu'il s'agissait là d'un des jeux de mots dont le capitaine des stupes était friand. Oh, elle est bonne celle-là, s'auto-félicita Claude Dravoiry. Si les stupes ignoraient encore s'ils hériteraient de l'affaire, ils savaient néanmoins une chose. Leur capitaine tenait la forme. Bon, qui vient avec moi? Reprit Jean le Grand, en finissant son café dans un sourire. Je vais chercher une clé de voiture, répondit Stéphane Maltru en enfilant sa veste. Je viens aussi, conclut David Cartier. Je prends de quoi noter. Bon nous on va faire les écoutes alors les filles, puisqu'on nous laisse le choix, plaisanta Tony Weaver en s'adressant au reste du groupe. On fait comme ça alors, tenez-moi au courant dès que vous pouvez, conclut le commandant. Ah, au fait, j'allais oublier. On a des bébés policiers ce mois-ci. Et, petit vénard que vous êtes, vous n'avez pas été oublié à la distribution. Il y en a une pour vous, rajouta le commandant en s'effaçant pour laisser entrer une jeune femme intimidée. Emmenez-la avec vous, ça la mettra dans le bain tout de suite. Et ça lui fera un sujet rêvé pour son rapport de stage. Les stupes? Sarah, les stupes. Allez hop, je vous la laisse. Ne l'abîmez pas, finit Moulin en se dirigeant avec sa pile de dossiers vers les étages supérieurs, abritant les autres services d'investigation. Bienvenue, Sarah, alors. On fera connaissance plus tard. Allez, à cheval, enchaîna le grand en tapant des mains comme pour se motiver.